Bonjour et bienvenue dans notre session en français sur les perspectives des risques 2021. Nous allons vous présenter les résultats de l'étude Perspectives des risques 2021, menée en partenariat avec Ipsos Mori auprès de plus de 1400 professionnels du risque dans 95 pays. Les conclusions du comité de résilience de l'organisation et d'International SOS identifient 5 risques à anticiper l'année prochaine. Avant de démarrer, je voulais vous informer que cette session a été préenregistrée et nous sommes disponibles sur le chat pour répondre à vos questions en direct. Je me présente, je m'appelle Charline Gelin, je suis directrice sécurité pour International SOS pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Bonjour à tous, je suis Philippe Guibert, je suis directeur médical en charge des activités de conseil aux entreprises sur la région Europe. Et nous passons en premier lieu aux réponses de l'enquête menée par Ipsos Mori. Sans surprise, environ 8 professionnels du risque sur 10 estiment que les risques pour la santé et la sécurité de leurs employés ont augmenté en 2020, et la moitié estime que ces risques continueront d'augmenter de nouveau en 2021. Le manque de confiance dans les gouvernements et les institutions de santé publique sera par exemple un défi majeur pour plus d'un tiers des personnes interrogées. Pour les voyageurs d'affaires, il est significatif de noter que leur perception des risques en 2020 dépasse le pic qui avait été atteint en 2016, pic lié à plusieurs événements, y compris la série d'attaques terroristes en Europe, mais aussi un paysage géopolitique qui était très incertain. Rappelons-nous la tentative de coup d'État en Turquie, le vote du Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ou encore les tensions entre les deux Corées. La pandémie de Covid-19 a donc créé une crise mondiale de santé publique, impactant aussi le contexte géopolitique et économique, crise exacerbée par une infodémie, un thème que nous reprendrons dans quelques minutes. Tout comme le 11 septembre a changé la façon dont les employeurs percevaient leur devoir de protection en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de leurs collaborateurs, la pandémie va modifier durablement l'approche des organisations face aux menaces sur la santé de leurs employés. Je vais donc maintenant passer la main à Philippe pour nous parler des changements que la Covid-19 a entraînés sur la gestion des risques et le devoir de protection. Merci Charline, tu faisais écho à la crise du 11 septembre comme étant un événement majeur relatif au devoir de précaution en matière de sécurité. Eh bien, on peut penser qu'à l'instar de la grippe aviaire, qui dans les années 90 avait créé ce devoir de protection, eh bien, on se retrouve dans la même situation aujourd'hui avec la Covid qui nous encourage à considérer ces risques émergents sous un nouvel angle. Et en réalité, on peut penser que la Covid a bouleversé ou a bousculé cette perception des risques et nos approches. Je vous donne un exemple. Avant la pandémie, tant que l'employeur obéissait à la réglementation en matière de santé et de sécurité, personne ne s'attendait à ce qu'il empêche un employé de contracter la grippe saisonnière sur le lieu de travail. Et bien aujourd'hui, lorsque nous parlons de retour au travail, de retour sur le travail, ce n'est plus une attente, c'est une exigence, une réalité qu'un employeur mette en place des mesures pour garantir que ses employés, que ses collaborateurs ne seront pas infectés sur ce lieu de travail. Alors, à quoi sont liés ces nouveaux risques? Eh bien, plusieurs ont été identifiés, comme vous le voyez sur cette diapositive, la relation au travail, évidemment, l'organisation du travail, le travail à domicile, les éléments avec des enjeux que tu nous présenteras, Charline, la cybersécurité, moins déplacements professionnels, des enjeux de santé, il y a l'ergonomie, tout simplement, et la santé mentale que nous verrons, sujet majeur de cette crise. Des vulnérabilités également, nous étions tous préparés à une crise linéaire, elle est finalement cyclique, et cette gestion de la crise n'est plus limitée simplement à quelques spécialistes au sein des entreprises, mais finalement tout le monde est acteur de la gestion de la crise à titre individuel en adoptant les bons comportements. Également, un autre angle important, cette approche en tunnel ou cette myopie liée à la crise du coronavirus, faire en sorte que tous les autres risques qui perdurent, notamment, ont évolué, sont toujours présents et pour lesquels eh bien, un focus est toujours nécessaire pour éviter de se retrouver à l'issue de cette crise pandémique avec une double peine ou double charge. Enfin, les risques domestiques, eh bien, la mobilité ayant cessé, le fait qu'on se retrouve confronté à des enjeux nouveaux de travail au domicile avec des responsabilités de santé, sécurité, d'ergonomie et de santé mentale également qui sont des conséquences de cette nouvelle organisation du travail. Enfin, pour terminer, la redéfinition du voyage professionnel, qui peut être un investissement encore plus précieux que jamais, pour lequel une dimension de contrôle ou de compliance sera nécessaire à terme pour reprendre cette mobilité. Alors voyons désormais sur la diapositive suivante quelles sont ces prédictions qui ont été apportées ou examinées par nos experts.
La première, c'est le fait que les experts soient vraiment préoccupés par les conséquences géostratégiques de la pandémie, et avec la redéfinition des contours des relations entre les États. On le voit avec la gestion des frontières, l'accès au territoire avec de nouvelles règles, les tests, les isolations, les quarantaines, mais également des problématiques très intéressantes liées à une sorte de diplomatie sanitaire nouvelle. On l'a vu avec la diplomatie des masques de la Chine au début de cette crise. Y aura-t-il une nouvelle diplomatie liée aux vaccins, à la mise à disposition des vaccins sur les territoires? Certainement une problématique à suivre dans les mois qui suivent. Et puis évidemment, toutes ces problématiques liées à l'approvisionnement, les populismes, peut-être nous en parlerons-tu, Charline. Donc, un nouveau degré de préoccupation. Le deuxième degré, eh bien, c'est le fait que tous les employés tout le monde, en fin de compte, est affecté de la même manière à cette crise. Et donc, avec une vraie redéfinition de la prévention sur le lieu de travail, quel est le rôle de l'individu vis-à-vis de la collectivité, cette responsabilité collective à laquelle nous sommes tous attachés, avec, comme on l'a noté, en tout cas dans les relations que nous entretenons avec les entreprises, la fonction des ressources humaines propulsée à de nouvelles dimensions et en charge de sujets préalablement non évoqués. On le voit avec les trajets, domicile, travail, la prise de température, la distribution des masques, le bien-être émotionnel. Donc, prise en charge de nouvelles vulnérabilités qui demandent des définitions encore plus larges du devoir de précaution, le fameux duty of care, le devoir de prévoyance, tout cela dans la lignée des objectifs de développement durable qui sont toujours extrêmement valables. Troisième sujet, comme présenté ici, eh bien, pléthore d'experts, de sachants qui distillent une information parfois conflictuelle, volatile, parfois complètement décontextualisée, pour lesquels il est extrêmement difficile, devient difficile de garder les repères et de connaître les rapports à cette information et à partir de cette information de pouvoir prendre des décisions appropriées. Nous le verrons par la suite. Quatrième sujet, la santé mentale. J'y faisais référence et nous y reviendrons lors de cette présentation. Probablement une des révélations majeures de l'impact de cette pandémie au-delà des conséquences infectieuses de la maladie. On le voit, un nombre de décideurs importants considèrent la santé mentale comme un enjeu de l'année et voire des années qui viennent sur la performance, l'engagement des collaborateurs et donc peut-être un enjeu stratégique pour les organisations. Enfin, dernier angle, dernier aspect, eh bien, cette considération que le Covid peut créer, comme on le disait, des angles morts vis-à-vis des autres risques qui perdurent. On le verra par la suite, les enjeux climatiques, la pollution atmosphérique, la transition énergétique, mais également, Charline, je suis sûr que tu nous en parleras, les violences, parfois à l'international, et les conséquences sur l'engagement et la sécurité des collaborateurs. Donc, Charline, peut-être peux-tu nous parler justement de ces tensions qui sont nées de cette crise et qui risquent de perdurer. Merci Philippe. En effet, il est vraiment intéressant de noter que les experts de notre panel ont exprimé de profondes inquiétudes quant à l'impact de la pandémie sur l'environnement géopolitique mondial, ce qui est tout à fait en ligne avec l'analyse de nos experts sûreté chez International SOS. Pour comprendre le contexte mondial actuel, il est vraiment important de ne pas se focaliser uniquement sur les effets directs de la Covid-19, comme les confinements, les restrictions de déplacement, mais aussi de prendre en compte les problèmes sécuritaires qui préexistaient, comme la criminalité dans de nombreux pays d'Amérique latine, par exemple, les tensions ethniques en Éthiopie, la menace djihadiste au Mozambique, ainsi que les tensions interétatiques, comme entre la Chine et les États-Unis, la Russie ou l'Iran, par exemple. Tout cela va challenger à la fois la sécurité des voyageurs et des expatriés, mais aussi des employés locaux. Et c'est pourquoi, Philippe l'a mentionné, aujourd'hui, de nombreux dirigeants d'entreprises, mais aussi de responsables des ressources humaines, basés en Europe, mais opérant dans ces différentes régions, nous ont récemment contactés pour obtenir plus d'informations sur l'impact de ces problèmes sécuritaires sur leurs employés, en particulier parce qu'ils ont été renforcés ou compliqués par la pandémie. Ils vont définitivement être au centre de leurs préoccupations en 2021. Ces dirigeants, ces responsables des ressources humaines, ces responsables HSE vont aussi devoir monitorer divers mouvements populaires et citoyens qui ont émergé ces derniers mois en 2020, liés entre autres à l'impact économique de la pandémie, combiné à un manque de confiance dans les gouvernements et dans les institutions, ce qui a mis en lumière des inégalités structurelles qui affectent la plupart des pays, comme nous avons pu le voir avec le renouveau du mouvement Black Lives Matter en mai 2020 suite à la mort de George Floyd, qui a entraîné des rassemblements dans le monde entier. Cela a impacté parfois sévèrement l'environnement sécuritaire, y compris en Europe et aux États-Unis.
Dans la même veine, en termes de mouvement citoyen, un autre mouvement va impacter 2021 qui est lié à la question du changement climatique. C'était déjà une source notable de mobilisation avant la pandémie et ça continuera à l'être en 2021. En effet, de nombreuses organisations non gouvernementales souhaitent que les responsables politiques et les gouvernements profitent des mesures de relance liées à la pandémie de la Covid-19 pour pousser une relance verte. Et sur une autre veine, en Europe et aux États-Unis, la pandémie a également donné un second souffle à des mouvements populistes fortement mobilisés sur les réseaux sociaux, notamment contre les mesures de restriction imposées par les gouvernements. Cela a entraîné une politisation de sujets comme le port du masque ou les vaccins, qui va continuer à compliquer la gestion de la crise en 2021. Et face à ces incertitudes, comme on peut le voir sur la slide suivante, il est essentiel que les organisations puissent avoir accès à de l'information de qualité pour pouvoir évaluer les risques auxquels leurs employés vont être confrontés. Plus d'un tiers des personnes que nous avons interrogées citent leur capacité, ou plutôt leur incapacité, à évacuer leurs employés en cas de problème médical lié à la Covid-19 ou des problèmes sécuritaires, comme par exemple les récentes élections en Côte d'Ivoire ou bien le coup d'État au Mali, les manifestations à Hong Kong, comme un défi majeur. Chacune de ces situations, qui est déjà difficile à gérer en temps normal, est évidemment compliquée par la pandémie et ses effets immédiats comme les confinements, les couvre-feux, les fermetures des frontières, les demandes de quarantaine, qui compliquent évidemment la planification opérationnelle. Cela explique pourquoi il s'agit aujourd'hui d'une des principales raisons pour laquelle nos clients appellent un centre d'assistance. La prévention va donc être encore une fois au cœur des préoccupations des organisations et Philippe va nous en dire un petit peu plus. Merci Charline. En effet, comme on voit tous, l'impact de la pandémie est sur tous, sans aucune distinction. Et cela crée donc une nouvelle définition du périmètre des attentes et des responsabilités, avec les prises de décision d'exécutifs dans les entreprises sur des sujets de santé totalement nouveaux. Donc un véritable enjeu pour ces organisations d'avoir à se positionner sur des sujets nouveaux pour maintenir la confiance et ainsi maintenir la performance de l'organisation. Alors de manière très pratique, on l'a vu avec des rôles nouveaux donnés aux acteurs traditionnels, les ressources humaines en charge de la prise de température, du trajet travail-domicile, les services généraux sur la gestion des distances sur le lieu de travail, la mobilité internationale sur les questions liées à l'isolation, à la quarantaine dans les pays d'arrivée. Tout ceci ont créé des nouvelles attentes et des nouvelles vulnérabilités pour lesquelles il faut des équipes dédiées et ces compétences nouvelles, peut-être besoin d'un soutien indépendant d'experts pour être un peu plus souple, agile, adapté à cette réalité éminemment volatile de cette pandémie. Comme tu y faisais référence, Charline, nous avons vu une augmentation accrue, une utilisation accrue de nos services, y compris par les équipes de direction des entreprises que nous soulevons. Alors, à ce titre, les experts de ce panel ont souligné 3 principales variables qui peut-être redéfiniront également la façon dont les organisations pourront s'organiser en 2021. Premièrement, c'est leur volonté de changer, de tirer parti de cette crise pour s'adapter en y voyant une opportunité positive d'apporter plus de valeur à leurs équipes en reconnaissant, en fin de compte, l'importance critique de leurs employés, de leurs collaborateurs, de l'ensemble de leurs parties prenantes sur le fonctionnement et finalement sur la résilience de l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est véritablement la capacité des organisations à permettre aux ressources nécessaires d'être en place pour justement permettre ce changement et d'être accompagné à cette redéfinition du fonctionnement de l'entreprise dans un cadre économique, social ou géopolitique, comme on l'a vu, complexe. Et puis également, le troisième axe, c'est tenir compte de l'évolution de la réglementation ou la législation qui va probablement évoluer avec justement les redéfinitions du lieu de travail, du télétravail, de la mobilité, franchissement des frontières dans certains territoires pour lesquels nous pensons qu'un besoin d'expertise indépendante en matière de santé et de sécurité sera à même de soutenir les entreprises dans cette transformation. Alors, voyons également un sujet majeur de cette crise auquel nous avons tous été confrontés, y compris, je dirais, les professionnels de santé et de sécurité. Pour vous donner un exemple, le volume des publications scientifiques sur la maladie Covid, à ce jour, est équivalent à la moitié de ce qui a été publié sur l'ensemble de la maladie du sida
depuis 39 ans. Donc, vous dire un foisonnement de publications académiques, d'une littérature scientifique extrêmement important, pour lequel même la communauté scientifique et médicale se perd, parce que parfois l'information est prise sans le recul nécessaire qui lui permettrait d'être validée à l'aune du temps. Et tout ceci a des impacts évidemment sur la prise de décision, à titre individuel également, mais il y a également des managers, et sur la confiance que l'on peut accorder à ces messages qui sont parfois conflictuels et disséminés par les professionnels de santé même. On l'a vu avec les questions liées au masque, au traitement, la transmission de la maladie et peut-être demain liée au vaccin. Donc c'est un enjeu à la fois reconnu par les employés, l'accès à cette information au milieu du bruit ambiant, des fausses nouvelles et des rumeurs est un enjeu qui peut perturber la manière dont ils appréhendent les programmes et les décisions mises en place par leurs employeurs, qui ont besoin d'être véhiculés, communiqués de manière claire, synthétique et validés par les professionnels. On l'a vu sur les questions parfois très triviales, sur le retour au travail, la ventilation dans les bureaux, les définitions des voyages essentiels, mais également en termes de sécurité, peut-être nous en parleras-tu, Charline, la cybersécurité. Donc, l'enjeu est vraiment de s'adapter à ces nouvelles règles, où trouver de l'information, comment travailler. C'est à la fois critique, parce que cela conditionne à la fois la prise de décision, mais également les comportements. Donc les experts pensent véritablement, comme on le voit sur cette slide, la désinformation et peut-être la cybercriminalité s'attaqueront à ces nouvelles vulnérabilités liées à ces nouveaux modes de fonctionnement, de mobilité, de lieux sur le travail, avec des nouveaux risques et avec justement le risque d'une certaine complaisance liée à ces règles de sécurité. Donc l'enjeu pour les organisations est bien évidemment dans ce contexte d'informations foisonnantes, de nouvelles vulnérabilités, eh bien de s'assurer de la protection de leurs collaborateurs en leur fournissant le plus possible des informations fiables et régulières, claires, sur la manière dans laquelle ils peuvent se protéger d'un point de vue sanitaire, mais également cybersécuritaire, et d'identifier les propres vulnérabilités auxquelles ils sont exposés, et donc de leur mettre à disposition formation et support pour les maîtriser. Alors, tout ceci, en fin de compte, est lié à la confiance, au maintien de la confiance dans les organisations. Et je suis sûr, Charline, que tu peux nous en parler par la suite. Oui, merci Philippe. En effet, je pense que l'accès à l'information fiable et actionnable, comme tu le mentionnais, est un vrai défi qui est souligné par beaucoup d'organisations, et y compris, en effet, dans la communauté médicale, mais pour les organisations également, avec une abondance extraordinaire d'articles, de revues scientifiques, de recommandations gouvernementales et des institutions de santé publique qui rendent parfois difficile d'obtenir des conseils clairs et actionnables. Donc en 2021, nous recommandons donc aux organisations de mettre en place un vrai cycle de collecte de l'information, notamment en identifiant vraiment clairement quels sont ces besoins d'information en se basant sur leur exposition au risque, de collecter ces données, mais aussi de les interroger avec l'aide d'experts, comme l'a souligné Philippe précédemment. Il est également essentiel de recouper les différentes bonnes pratiques qui sont vues sur les marchés pour définir quelle est la meilleure approche pour votre organisation, par exemple sur le sujet des tests ou sur le retour à la mobilité. Sur ces bases, il est essentiel de définir des normes et des standards qui seront appliqués dans toute votre organisation et les outils qui vont être utilisés pour collecter et diffuser cette information. Et enfin, il est évidemment essentiel de s'assurer que la stratégie de l'organisation est flexible en fonction de ses besoins spécifiques liés au secteur d'activité, mais aussi aux contraintes nationales et régionales qui vont avoir un impact sur votre organisation. La Covid-19 a donc créé de nombreuses zones grises. Ce que nous savons et faisons aujourd'hui devra peut-être changer demain, et la capacité et la volonté d'une organisation d'être agile va aider à renforcer sa résilience. Des crises familières peuvent apparaître dans des endroits inconnus, et des crises inconnues peuvent apparaître sous des formes que nous n'avons jamais vues auparavant. Je pense qu'il est important de parler aujourd'hui de santé mentale qui en fait partie de ces nouvelles formes de crise, et donc je laisse la main à Philippe. Merci Charline. La santé mentale, en effet, probablement pour nous une question centrale et critique de cette crise du Covid, dont les causes sont multiples, ont été évolutives tout au long de cette pandémie, générant une anxiété croissante, avec des implications tant sur la vie personnelle que professionnelle. Même aujourd'hui, la question des vaccins, les premières doses ont été administrées aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, eh bien, engendre auprès de tout un chacun
des difficultés. Et on le voit dans les entreprises, aujourd'hui, cette situation, au minimum, peut engendrer une démotivation, une lassitude, une fatigue, mais de manière bien plus sévère, du stress, de l'anxiété, des dépressions, des comportements addictifs, voire des comportements suicidaires. Donc tout ceci, évidemment, a des conséquences majeures sur l'engagement, la productivité, l'absentéisme, le présentéisme des collaborateurs, et ceci est rapporté systématiquement par l'ensemble des organisations, que ce soit des entreprises, des écoles, des universités avec lesquelles nous travaillons. Le groupe d'experts, le panel d'experts rapporte que plus d'un professionnel de risque sur 3 estime que ces conséquences, les problèmes de santé mentale, seront susceptibles en 2021 de provoquer une diminution de la productivité et de l'engagement des employés. Donc, à l'exception peut-être des responsables et des étudiants, étonnamment, et des professeurs, où ce pourcentage passe simplement à 43%. On le voit également au sein de l'organisation, au sein des entreprises, des écarts d'âge apparaissent sur les modes invoqués, les motifs invoqués. Les employés plus âgés sont confrontés à un stress accru en raison du manque de contact avec d'autres collègues ou les chefs de service, tandis que les jeunes employés, eux, sont plutôt confrontés à un stress accru en raison du manque de formation pratique et du mentorat. En réalité, 3/4 des jeunes professionnels, des jeunes travailleurs, signalent une dégradation à ce jour de leur équilibre mental, du fait des conséquences directes et indirectes de la Covid. Alors on le voit, d'autres facteurs y participent, l'isolement, l'appartenance à une équipe, le sens de l'équipe, la gestion des équipes également pour les managers, et puis également le fait que certains de ces collaborateurs soient déjà dans des situations de vulnérabilité individuelle, que ce soit lié à leur statut monoparental par exemple, ou le fait qu'ils soient déjà victimes de pathologies chroniques. Donc c'est véritablement pour 2021 une opportunité pour les organisations de reconnaître la dimension globale de la santé et du rôle que les employeurs peuvent avoir, sans médicaliser le sujet à outrance, évidemment, et sans dépasser les limites de la vie privée, mais également de considérer quel est leur rôle sur la résilience des individus, l'accompagnement qu'ils peuvent mettre à leur disposition en ayant défini une stratégie santé mentale intégrée dans leur stratégie de bien-être au travail, faire en sorte que ces sujets de santé mentale soient considérés au même titre, au même rang que les autres sujets de santé qui sont déjà traités par les entreprises, que ce soit les pathologies chroniques, mais que ce soit également l'équilibre de vie, le bien-être au travail, le stress, l'exercice ou d'autres sujets déjà très bien traités. Alors, voyons également que le fait que cette concentration excessive sur ces sujets peut créer des angles morts. Alors, très rapidement, on note que la majorité des entreprises leur apportent aujourd'hui l'exclusivité donnée à la prévention de la Covid sur le lieu de travail, eh bien, dans certains cas de figure, a pu éclipser l'importance des autres messages de santé et de sécurité au travail, au point parfois d'entraîner une hausse inédite des incidents ou des accidents professionnels. Et c'est ce que les experts ont exprimé en termes d'inquiétude quant au fait que les organisations qui se concentrent uniquement trop sur le thème du Covid aujourd'hui peuvent être victimes de ces angles morts relatifs aux risques qui sont principalement liés soit aux implications des pathologies chroniques existantes, physiques, psychologiques et sécuritaires sur le lieu de travail, également à domicile, les problèmes de santé sous-jacents qui ne sont pas résolus, nous y viendrons dans un instant, mais également de manière un peu plus large, les problèmes environnementaux, que ce soit catastrophes naturelles, événements climatiques extrêmes ou la pollution. Donc tout ceci nécessite de puiser dans des ressources et de disponibilité mentale et physique des professionnels du risque et des responsables santé, sécurité, environnement au travail pour justement garder un œil sur l'importance de ces risques. Alors voyons tout d'abord les risques liés à la santé physique. Eh bien, on le voit, la Covid a mis à mal l'accès aux soins dans de nombreuses situations. À la fois, on a noté une réduction des dépistages
de prévention pour des problèmes de santé chronique, quelles que soient les pathologies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes liés au bilan de santé ou voire tout simplement le dépistage du cancer. Et plusieurs études récentes ont montré une augmentation probable de la mortalité de personnes atteintes de cancer, tout simplement en raison du délai de leur prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et c'est une réalité dans beaucoup de pays, y compris dans les nôtres. Les traitements et les rendez-vous ont été annulés par les hôpitaux, par les centres thérapeutiques, ou voire par les patients eux-mêmes, tout simplement pour réduire leur exposition ou leur risque d'exposition au Covid. Donc certains experts, et c'est peut-être un des enjeux de ces années qui viennent, ont même commenté cette situation comme étant une bombe à retardement, si je les cite, liée à ces menaces chroniques sous-jacentes pour la santé qui n'ont pas été détectées, qui ne sont pas détectées, qui ne sont pas prises en charge correctement. Et on craint également que ce soit ces conditions qui touchent les personnes malheureusement les plus vulnérables, les plus à risque, qui sont déjà victimes de la Covid. Et ceci est vrai partout dans le monde, on le voit également à l'international, dans les pays qui sont un peu moins bien dotés en matière de santé. Les enjeux liés à l'accès à la santé, les programmes de santé sont mis à mal et le seront probablement pendant longtemps liés à cette crise de la Covid. Il me permet de citer une des conclusions de la Fondation Gates qui commentait il y a quelques mois le fait que les 25 dernières années de progrès en Afrique avaient été perdues en quelques mois du fait de la paralysie, de l'annulation de l'ensemble des programmes de santé à destination de ces populations. Donc, évidemment, l'enjeu pour ces pathologies est de garder un œil sur la prévention, de faire en sorte que les programmes de facilitation d'accès à ces bilans de santé, à ces vaccinations, à ces suivis, à cette éducation pour la santé soient menés sur le lieu de travail et favorisent les comportements les plus sains possibles. Et évidemment, en ayant accès aux données qui permettent de faire en sorte que les résultats puissent être mesurés de manière tangible. Donc ces bénéfices directs, ils sont certainement pour les entreprises est lié, encore une fois, avec l'engagement, l'attractivité ou la performance de leurs collaborateurs pour lesquels, en effet, ces problèmes de santé, quels qu'ils soient, seront prévenus et pris en charge, ou en tout du moins, leur prise en charge sera facilitée. Alors voyons maintenant avec Charlie un des autres angles morts, peut-être lié aux conséquences environnementales de cette crise. En effet, Philippe, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait face à un risque de myopie Covid, par lequel toutes les autres menaces sont dépriorisées en faveur de la Covid-19. Et un élément qui risque d'être oublié, c'est la menace environnementale, et en particulier les événements météorologiques violents qui sont accélérés par le changement climatique. Il est donc d'autant plus important de prendre cela en compte que la Covid-19 aggrave l'impact de ces événements, en particulier dans les zones qui sont les plus susceptibles d'être impactées, par exemple l'arc Caraïbe ou la zone Indo-Pacifique. Puisque aujourd'hui les mouvements sont limités, les troubles sociaux et le manque de ressources sont exacerbés, la criminalité est accrue, les relations géopolitiques et l'aide internationale est fragilisée, et les capacités des forces de sécurité et des services d'urgence sont impactées. Cette circonstance unique remet donc sérieusement en question la résilience des organisations et les plans qui avaient été établis pour protéger la santé et le bien-être de leurs employés. Ainsi, si les entreprises étaient généralement bien préparées à gérer une catastrophe naturelle, par exemple un ouragan ou un tremblement de terre, le risque est aujourd'hui de devoir gérer une crise combinée de la Covid-19 qui s'étend sur le long terme et qui a un impact, comme Philippe le disait, sur la santé mentale, avec un événement météorologique extrême ou une catastrophe naturelle à un moment où les ressources sont déjà très rares. Il est donc recommandé tout de suite de mettre en place aux organisations différents éléments, y compris de s'assurer qu'elles ont identifié leurs besoins en information et mis en place des outils de collecte en fonction des menaces pour leur personnel ou pour leur site, que les organisations aient également identifié en amont quels sont ces événements déclencheurs qui nécessiteraient la mobilisation de leurs cellules de gestion de crise, le confinement ou l'évacuation de leurs collaborateurs ou le déploiement de ressources sur le terrain, par exemple. Et enfin, essentiel de développer un système d'alerte pour que les collaborateurs puissent communiquer les décisions au personnel sur le terrain, mais aussi de se tenir informés des développements sur place.
La technologie va donc jouer un rôle central dans l'évaluation des menaces environnementales croissantes et le soutien à la gestion de crise. Les organisations qui sont dotées de systèmes d'alerte robustes et de plans clairs vont être beaucoup plus résilientes. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir que va-t-il se passer en 2021 et quelles sont les principales menaces à identifier. Et donc, je passe la main à Philippe sur ce point. Merci Charline. Un point à noter, écoutez, certainement, la pandémie Covid-19 prendra fin à terme. Par contre, on ne sait pas si ce sera en 2021 ou un peu plus tard. Et il est certain que l'apport et l'arrivée de ces vaccins efficaces, potentiellement efficaces, non seulement pour éviter les formes graves chez les sujets les plus vulnérables, mais également le fait que le virus ne puisse plus circuler dans la communauté, participera à enrayer la transmission communautaire et faire en sorte que cette pandémie prenne fin. Donc, il est fort probable qu'une fois que ces programmes de vaccination auront été lancés dans une majeure partie des pays, eh bien, le risque de pandémie, le risque de contamination diminuera progressivement dans ces territoires protégés, avec en corollaire, eh bien, peut-être des décisions prises par les gouvernements pour réduire progressivement et proportionnellement les mesures que nous suivons tous aujourd'hui, protection, barrières, faire en sorte que peut-être à terme, certaines de ces mesures ne perdurent que si le Covid continue à circuler sur un mode épidémique ou en foyer, tel qu'on le voit peut-être sous le mode de la grippe saisonnière. Donc, encore une fois, tout ceci est un peu spéculatif. Il est certain que l'apport des vaccins, l'apport de la technologie également, permettra certainement d'atteindre une nouvelle forme de normalité vis-à-vis de cette maladie qui n'aura plus le poids qu'elle représente aujourd'hui sur notre société. Alors voyons aujourd'hui l'apport de la technologie sur les voyages. On peut tout à fait imaginer que les déplacements professionnels pourront reprendre exactement grâce à l'apport de ces nouvelles technologies et également le fait que les vaccins soient un peu plus disponibles. Donc, ces passeports digitaux qui sont en cours de développement deviendront peut-être une nouvelle norme ou participeront à établir cette nouvelle norme du voyage, mais également de la participation à des événements de grande envergure, de grande ampleur. On peut imaginer que de tels passeports, de tels certificats numériques digitaux puissent être demandés, exigés avant la participation à des réunions, à des conférences, à des séminaires. Et également que ces certificats ne soient pas simplement limités à la maladie Covid, mais à terme puissent également prendre en compte d'autres pathologies pour lesquelles aujourd'hui la mobilité internationale exige des certificats tels que la fièvre jaune ou la méningite. Donc peut-être à terme une évolution du règlement sanitaire international vis-à-vis de cette mise en place de cette nouvelle forme de mobilité. Les tests rapides également, qui ont été une des avancées majeures liées à cette pandémie, eh bien, permettront également à terme, si on arrive à avoir des tests d'auto-tests salivaires qui en quelques minutes permettraient de faire un diagnostic d'une positivité ou d'une négativité vis-à-vis du coronavirus, eh bien, permettrait également de faciliter l'accès à ces voyages ou à ces réunions. Et également, peut-être être étendu à d'autres pathologies. Donc, sans rentrer dans un monde extrêmement complexe, ne le souhaitons pas, où tout à chacun devra démontrer une certaine naïveté ou immunité vis-à-vis de pathologies ou de risques, on peut certainement imaginer qu'en particulier pour la crise du Covid, eh bien, ces technologies, ces questionnaires et ces passeports digitaux le permettront certainement. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons étroitement avec d'autres organisations pour développer un passeport digital appelé EOK Pass qui peut-être deviendra-t-il une des normes liées à la mobilité internationale. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a deux enjeux particuliers liés à cette organisation, évidemment. Le premier est lié à la protection des données, c'est un enjeu majeur. Espérons que
les réglementations édictées par l'Union européenne, qui sont parmi les plus exigeantes au monde, seront appliquées et suivies dans le déploiement de ces passeports. Mais également, aura-t-on un jour accès à une norme globale ou un consensus universel sur cette protection des données qui permettra de restaurer la confiance pour la mobilité internationale? Le deuxième point également, ce sont ces nouvelles normes peut-être imposées par les États sur les comportements ou les conditions d'accès nécessaires à respecter pour accéder sur leur propre territoire. Donc, tout ceci sera à surveiller en 2021. On va probablement observer de véritables évolutions relatives à ces conditions d'accès et la reprise de ces voyages. Donc, intégration de ces nouvelles normes de santé et de sécurité, ces mesures de contrôle qui seront imposées aux voyageurs, mais qui peut-être seront imposées à tout un chacun pour accéder à des événements. Certainement, la technologie y participera. Souhaitons que, comme je le disais, eh bien, les données relatives, en tout cas l'environnement relatif à la protection de ces données, perdurent pour garder la confiance et ne pas, je dirais, limiter l'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, on peut le voir également sur la diapositive suivante que la crise a également entraîné ou créé des opportunités pour les entreprises pour démontrer qu'elles ont identifié les conséquences autres de la maladie Covid, au-delà des aspects infectieux, comme je le disais tout à l'heure, comme ayant des impacts à court et à long terme sur les employés. Donc cela signifie qu'à ce jour, aujourd'hui, les experts nous disent que les employeurs ne peuvent plus ignorer les problèmes de santé mentaux et de bien-être au travail qui ont été cristallisés par cette crise du Covid. Et donc, à terme, on peut imaginer que ces mêmes employeurs, ces mêmes organisations auront directement ou auront un rôle plus important à jouer dans la prévention et dans la gestion de ce stress, de cette nouvelle organisation du travail, avec peut-être un système de prestations adapté pour prendre en charge et pour les aider à aborder ces problématiques de santé mentale. Et on le voit aujourd'hui, hein, les employés s'attendent également à avoir accès aux dernières technologies numériques pour interagir avec les prestataires de santé pour des questions de télémédecine, que ce soit au domicile, en télétravail, mais également à terme peut-être en voyage, ce qui participera également à leur redonner confiance à leur mobilité. Et nous le voyons au quotidien dans notre activité, le volume d'activités relatives à l'assistance médicale pour des motifs liés à la santé mentale, directe ou indirecte, eh bien, tout ceci a augmenté lors de ces crises, avec, que ce soit pour des prises de rendez-vous ou tout simplement pour l'organisation de consultations, voire de téléconsultations. Donc, toutes ces questions de santé mentale, de télémédecine, de téléconsultation, d'accompagnement, de sessions de coaching, encore une fois, où que les collaborateurs se trouvent de par le monde ou en mobilité, en s'adaptant aux nouveaux modes de communication, eh bien, tout ceci sera probablement une réalité en 2021 et ce sera peut-être le rôle des organisations de déployer ou d'augmenter tout simplement le niveau de prestations et de services qui sont offerts à leurs collaborateurs pour s'informer, comprendre, se former, démystifier ces problèmes de santé et, le cas échéant, avoir accès à ces nouveaux modes de consultation digitaux pour les enrayer. Eh bien, nous en venons à la fin de cette session. Charline et moi avons été ravis, avons eu le plaisir de balayer en quelques minutes ces quelques points élaborés par nos experts. Nous sommes donc désormais à votre disposition dès maintenant, connectés, pour répondre à toutes vos questions sur ces sujets de prédiction pour l'année qui vient. Nous vous remercions. Merci.